va mieux. Eh, mais tu fais quoi là? J'ai regardé les dernières vidéos du trône et j'ai dumpé tous mes shitcoins. Non, mais avec ça? Ah, ça il faut que ça dump. Il faut le charger. Bon, allez, arrête de conneries alors, on y va. Salut les Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Bienvenue pour ce 6ème épisode de l'Hebdo Crypto. Nous sommes le 16 mai 2020 et on est un petit peu fatigué aujourd'hui, donc excusez-nous un petit peu de la voix en fait un peu cassée. Heureusement, on a un petit remontant. Ok, donc on va commencer tout de suite avec l'analyse du marché. Donc comme vous pouvez le voir, sur le BTC et sur l'Ethereum cette semaine, c'est pas très beau. On a beaucoup de rouge, plus de vert. Bon, au bout d'un moment, il faut quand même que ça se calme. Ça fait quand même 7 semaines qu'on n'arrête pas de pumper. Donc au bout d'un moment, un retracement est quand même normal. Donc au niveau du market cap, donc vous voyez en fait ici 256 milliards. BTC aujourd'hui à 9396, Ethereum à 196 dollars. Il y a autour de, depuis la semaine dernière en fait le BTC a perdu quand même 4,96%, donc moins 5% sur la semaine, et depuis les dernières 24 heures, moins 3%. Ensuite, vous avez l'Ethereum qui a perdu 7,84% depuis une semaine et qui, aujourd'hui, en 24 heures, a perdu 2,48%. Donc, comme vous pouvez le voir, là, au niveau des cryptos, ça commence à corriger, il y a du rouge, mais au bout d'un moment, en fait, il fallait quand même s'y attendre. Voilà, un retracement est quand même assez normal. Ensuite, on va parler du BTC. Donc, le BTC aujourd'hui à 9396 dollars. Alors, pour petit rappel, la semaine dernière, on était à 9878 dollars, donc on a perdu à peu près 500 dollars par rapport à la semaine dernière. Donc, la market cap du BTC est à 172 milliards de dollars. Ensuite, on va parler d'Ethereum. Alors, Ethereum est repassé en dessous de la barre des 200 dollars, donc comme vous pouvez le voir en fait à 196,96 dollars. La semaine dernière, je rappelle qu'Ethereum était à 213 USD, maintenant on est à 196,6. Donc on est repassé en dessous du gros chiffre rond des 200 dollars, ce qui quand même est assez psychologique au niveau de l'Ethereum. Et donc la market cap d'Ethereum est à 21 milliards de dollars. Ensuite, on va parler de la total market cap. Donc la market cap est à 256 milliards aujourd'hui. La semaine dernière, on était à 269 milliards, donc on a perdu au total sur le marché à peu près 14 milliards de dollars depuis la semaine dernière. Ensuite, on va parler de la Bitcoin Dominance. Donc Bitcoin Dominance, en fait, comme vous pouvez le voir, on est le 15 mai, enfin le 16 mai aujourd'hui. Donc le BTC, la dominance est à 67,37. La semaine dernière, on était à 67,70, donc on est en baisse en fait sur la dominance du BTC. Et Ethereum vient de voir sa dominance en fait baisser à 8,57%, alors que la semaine dernière, il était à 8,81%. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, l'Ethereum et le BTC maintenant performent beaucoup moins que les alts sur le marché. Et je pense qu'à mon avis, on va commencer à avoir des alts qui vont commencer à nous faire des très très beaux pumps d'ici quelques semaines. Et voilà, donc au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum, en fait, il faut les laisser un petit peu souffler. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur l'analyse technique du BTC. Donc au niveau de chartlist, je reprends le graphe, donc j'ai tracé des nouveaux Fibo, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là je reprends l'oblique. Alors ici on a toujours cette zone en fait d'oblique, en fait où on est en train de faire un rallye contre tendance. Donc sur le BTC, ce qui se passe, c'est que là, comme je vous ai expliqué, donc j'ai repris ce mouvement en fait à 13008 jusqu'à 3002 en fait, parce que le mouvement qui était calculé avant avec la dernière zone de short a été invalidé par le franchissement en fait du palier des 9000 dollars. Donc en gros, cette zone de short qui était comprise en fait sur le Fibo tiré depuis 10 300 dollars, depuis 10 600 dollars jusqu'à 3200, donc dernier top et dernier bottom en fait ne fonctionne plus. Maintenant en fait, ça veut dire que la règle dit qu'il faut prendre la zone précédente. Donc en gros, maintenant on va partir sur la zone qui part de 13008, qui était le dernier top avant le top qui était invalidé, et le dernier bottom donc à 3002. Et quand on tire le Fibo et qu'on retrace la zone de short en fait, qui est la même quasiment que la zone de short précédente, et ben on s'aperçoit que la zone de short est maintenant comprise entre 9918 dollars et 11 630 dollars. Alors c'est assez marrant de voir ça parce que la zone de short s'arrête à 9918 dollars et l'oblique s'arrête aussi au même niveau. Et comme vous avez pu le voir hier ou avant-hier, le BTC a pumpé à mort jusqu'à 9933 et il s'est fait stopper en plein sur l'oblique et en plein sur la zone de short.
Donc en gros là on a maintenant une zone de short qui fonctionne, elle a été respectée. Donc maintenant il faut attendre de voir si est-ce que le BTC a été rejeté sur cette zone de short et va commencer en fait à amorcer une descente un peu comme ça là, voilà, pour descendre jusqu'à là et aller combler en fait le dernier gap CME qui est en bas à 5000 $ ou même le dernier à 3000 et quelques dollars. Ou est-ce que le BTC va essayer en fait de faire un breakout sur l'oblique et ensuite de rebondir sur l'oblique pour pouvoir continuer en fait à remonter et casser donc les prochains objectifs qui sont à 11 500 et à 13 800. Donc ça en fait pour l'instant il faut attendre le développement, mais ce qui est sûr c'est qu'après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de pump dans le vert, on a une semaine en fait de rouge, là en fait on a encore une candle verte, maintenant il faut attendre de voir la clôture de la semaine pour voir un petit peu comment ça se passe. D'un autre côté, si on se réfère au RSI et au MACD, et ben on va voir aussi qu'il y a une divergence en fait sur le RSI, donc le RSI en fait est bearish, sauf que là en fait on a eu une bullish divergence sur le RSI, donc ça veut dire que le RSI a cassé sa trendline en fait à la baisse, et on voit que le MACD aussi continue à monter. Donc en weekly, le MACD et le RSI, il y a encore du potentiel. Encore une fois, il faut qu'on casse le RSI du dernier plus haut et qu'on casse le reste pour commencer à avoir en fait un W sur le RSI. Pour l'instant, le W sur le RSI, on l'a pas encore vu. Donc il faut vraiment attendre de voir ce qui va se passer si on va casser la neckline du RSI qui à mon avis coïnciderait avec casser la neckline en fait des 10 600 $ du dernier top. Donc ça c'est une première étape. Et ensuite on va voir si on va pouvoir continuer le rallye là-bas quoi. Mais pour l'instant on est encore dans un rallye contre tendance, donc est-ce que ce rallye est fini ou est-ce que ce rallye va continuer? On n'en sait rien. Par contre, alors si ce rallye est déjà terminé, je me suis permis en fait de tracer une zone de longue en fait sur le BTC. Donc comment j'ai tracé cette zone de longue? Pareil, donc j'ai pris le Fibo, et je l'ai tracé en fait sur le bottom à 3400, 3400, 3500, et je suis remonté en fait jusqu'au top. Donc le dernier top en fait était à 10 086 $. Voilà, ici. Et j'ai tracé donc en fait une garage jaune qui correspondrait en fait à un nouveau niveau d'accumulation sur le BTC. Et cette garage jaune se trouve maintenant à entre 6 000 $ et 4 875 $. Donc pour arriver sur cette garage jaune, quand même, il y a des gros obstacles, hein, parce qu'on a déjà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a comblé le gap CME qui a été créé lors du gigadump du BTC entre 10 086 et 8004. Donc, il y avait un gap énorme en fait qui vient juste d'être comblé par le franchissement en fait, enfin par l'arrivée en fait du BTC sur 9930. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un autre gap CME qui est autour de 5 000 ou 6 000 $, il me semble, et il y a un dernier gap CME en fait qui est autour de 3 000 $. Donc, en gros, si jamais on est monté et que le pump est fini, normalement un retracement logique du BTC serait un retracement sur la zone des 6 000 $. Par contre, avant d'arriver aux 6 000 $, il faut qu'on casse la moyenne mobile 200 jours qui est autour de 8100 $, il me semble, et après il faut qu'on casse aussi le support des 7100. Donc en gros sur le retracement, premier support à 23,6, on est à 8005, on a un deuxième à 38,2 à 7006, on a un quatrième à 50 à 7771 et on a un 61,8 à 6030. Et comme vous le savez, Bitcoin en fait a toujours tendance à retracer à 61,8 au niveau des zones de longue, les zones de longue en fait commencent à être intéressantes sur Bitcoin et 61,8. Voilà. Donc on va voir un petit peu comment ça va se développer pendant la semaine, mais au niveau de l'analyse, pour l'instant, il faut attendre de voir comment ça va se développer. Voilà. Donc, est-ce qu'on va casser la zone de short? Est-ce qu'on va descendre? On ne sait pas trop. Donc, voilà. Donc, au niveau de l'analyse technique sur le Ethereum, donc voilà, ça c'est pareil. Donc, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose que sur BTC que je viens de vous expliquer. Donc, en gros, pareil, zone de short. Alors, sur Ethereum, ça marche plutôt bien, les zones de short. Hein, on les a dessinées comme il faut. Donc, la dernière fois, quand on est monté à 280. On était en plein dans la zone de short, on a été rejeté. Et là, en fait, au niveau de graphe sur Ethereum, c'est quand même assez bearish par rapport au BTC. Surtout qu'en fait, là, on a fait un pump jusqu'à 225, on est rentré dans la zone de short. Là, la zone de short, en fait, est dessinée en fait entre 213 $ et 247 $. On est rebondi sur cette zone de short. Donc, est-ce qu'on va faire un retest de la zone de short? On ne sait pas. Mais pour l'instant, on a vu qu'on a testé une fois la zone de short, deux fois la zone de short. Et là, en fait, on est en train de descendre en dessous des 200 $. Et 200 $ en fait va devenir une résistance majeure, parce que surtout qu'on voit qu'il y a une grosse résistance en fait à 212 $ au niveau de la zone de short, enfin 212, 214 $ à peu près. Et voilà, donc sur Ethereum en fait ça a l'air assez bearish dans l'immédiat.
Mais bon, en même temps, au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines plus, enfin une semaine rouge, une semaine verte, au bout de 6 semaines de pump, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, hein. Donc est-ce que c'est une pause sur le rallye et est-ce que Ethereum va continuer en fait à nous faire des plus hauts, c'est-à-dire que est-ce que là, voilà, il va souffler un petit peu là et après il va remonter, 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 remonter. Faut voir. Ou alors, il y a une autre solution, c'est que Ethereum ait fini son pump et qu'il voilà, il va descendre jusqu'à la prochaine zone en fait d'intérêt sur l'Ethereum, qui sera une garage jaune. Donc en gros, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Enfin, je ne vais pas prévoir l'avenir, mais voilà ce que je vois en fait au niveau technique, c'est que on a une zone. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ethereum par rapport au Bitcoin, il est un peu en retard. Il a pris du retard parce que déjà, il n'a même pas encore tapé sur l'oblique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le croisement entre l'oblique et la zone de short est à 247,110 $, donc on va dire 250 $ à peu près. Donc moi j'attends que l'Ethereum en fait tape sur cette oblique pour voir s'il va la casser ou s'il va redescendre. BTC a déjà tapé sur l'oblique, mais Ethereum l'a pas encore fait. Donc est-ce que c'est une première vague et après on va remonter derrière? On n'en sait rien. Mais pour l'instant en fait les zones d'intérêt sur Ethereum c'est l'oblique, le croisement de l'oblique et les zones de short à 248. Et là, on a la zone de short en fait à 212, donc on va voir si on va essayer de la retaper ou pas. Mais pour l'instant, d'après ce que je peux voir, en fait, l'Ethereum en fait est en train de souffler un petit peu. Donc là, en fait, j'ai tracé une garage jaune avec un Fibo donc inversé en prenant le bottom à 85 $ jusqu'au haut de la dernière, enfin, du dernier run de l'Ethereum à 228. Et on s'aperçoit que la zone de longue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les zones de longue sur Ethereum sont à 50, elles sont pas à 61,8. Parce que l'Ethereum souvent a tendance à retracer à 51, à 50% plutôt que 61,8%. Donc la zone de longue idéale pour l'Ethereum, ces temps-ci, ce serait à 156 $. Ça veut dire que si vous voulez racheter l'Ethereum ou réaccumuler, une bonne zone pour le faire, ce serait 156 $. Après, il y a aussi quand même un risque quand on tombe à 61,8. Donc ce serait 138 $. Mais je pense qu'il faut quand même viser 50% parce que par expérience, Ethereum retrace toujours à ces niveaux-là. Après, bon, vous pouvez aussi accumuler si vous voulez à 172. 194 on a déjà cassé, donc normalement ça devrait tomber à 173 et puis 156. Voilà. Donc en gros là pour l'instant Ethereum est en train de descendre, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer au niveau du RSI, du weekly. Donc le RSI en fait on a une bullish divergence sur le RSI. Ce qu'il faut savoir c'est que là quand on avait fait le bottom enfin quand on a fait un bas du RSI à 115 $, le RSI était ici. Après on a fait un plus bas sur l'Ethereum et un plus haut sur le RSI qui correspond à une bullish divergence. Donc en gros sur l'Ethereum en fait, graphiquement parlant c'est un peu bearish dans l'immédiat, mais par contre sur le RSI en weekly, ce qui se passe c'est que il y a quand même moyen que l'Ethereum en fait aille taper sur l'oblique en fait du RSI et peut-être rebondisse pour voir si on va pouvoir dessiner un W weekly sur le RSI. Donc pour l'instant on n'a pas encore d'indication. Je pense qu'il faut quand même laisser l'Ethereum souffler et puis après on verra ce qui va se passer. Maintenant, en fait, on va passer sur l'alt de la semaine. Alors, l'alt de la semaine, ça nous a été demandé par Kalel, donc un kryptonien en fait qui avait investi sur Fusion il y a très très longtemps. Donc, big up à toi Kalel, big up aussi à Makeux hein, qui a aussi investi sur Fusion. Donc voilà, donc du coup, Fusion, ce que j'ai fait, donc j'ai pris le graphe sur Bitfinex Fusion en dollars. Donc en gros j'ai fait l'analyse sur un graphe de 1 an il me semble. Alors attendez je vais sortir le graphe d'1 an, ouais c'est ça. Et en daily. Parce que j'ai pas assez de data sur Fusion, parce que le projet Fusion au niveau graphe, on a des datas qui viennent jusqu'à septembre 2018. Ouais septembre 2018. Donc voilà, donc au niveau des datas, donc je vous explique un petit peu comment j'ai vu le truc. Alors là en fait en novembre 2018 Fusion en fait était à 1,23 $. Donc après il est tombé hein, jusqu'à 0,25 et ensuite ce qui s'est passé c'est que moi j'ai tracé une zone de short, la zone de short a été respectée, ensuite même il a même méché au-dessus de la zone de short avant de réintégrer derrière à la baisse. Donc en gros cette zone de short était plutôt valide, bon, on a plutôt tapé le haut. Après normalement c'est vrai que sur les alts en fait les mouvements sont quand même beaucoup plus violents que sur le BTC et sur l'Ethereum. Ensuite donc là en fait on a eu un run de Fusion qui a rené en fait jusqu'à 2 $. Et 2 $ en fait c'était le nouveau top qui a été atteint en fait en juin 2019. Et depuis juin 2019 en fait Fusion est en bear market. Ce qui correspond en fait au bear market sur le BTC hein, depuis le dernier top en fait en juin 2019 où on a craqué les 13 800 $. Donc voilà. Donc là en fait en gros si vous voulez ce qu'on voit c'est que Fusion était à 2 $. Il est tombé tout en bas jusqu'à 0,05 $, donc 5 centimes. Et si on trace en fait un Fibo
depuis le top jusqu'au bottom, et ben ce qui se passe, c'est que Fusion, normalement, il a une zone de short qui est comprise entre 1,56$ et 1,22$. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Fusion là nous a fait un pump mais gigantesque hier, il a fait plus 168%. Normal, hein, c'est énorme, hein, avec une grosse mèche bien comme il faut. Bon, c'est pas la première fois que Fusion fait ça, hein. Si vous regardez en fait dans l'historique de Fusion, on a déjà eu des mèches de malades comme ça en fait, 1, 2, 3, 4, que des mèches comme ça. Vous voyez, en fait les mouvements sur Fusion sont assez violents, vous avez des gros pumps avec des mèches de fou derrière. Donc en gros au niveau de l'analyse technique, moi qu'est-ce que je vois? Alors ce que je vois c'est que franchement depuis juin 2019, on va pas se mentir, mais Fusion s'est quand même comporté comme un shitcoin, hein. On dirait, vous regardez le graphe, on dirait le graphe de Ripple. Donc du coup en fait on est passé de 2$ jusqu'à 5 centimes. Donc ça veut dire qu'en gros Fusion a perdu à peu près 95-98% de sa valeur. Je pense que les gens qui ont acheté du Fusion au all-time high à 2$, ils se sont fait quand même mal, hein. Après, donc du coup, au niveau Fusion, vous avez quand même des zones chartistes qui sont assez intéressantes. C'est que là, en fait, est-ce que ce pump était ce qu'on appelle en fait un fake out? Parce qu'en fait, quand vous voyez en fait la mèche, elle s'est arrêtée carrément en dessous des niveaux des derniers pumps. Donc en gros, on n'a pas encore fait un plus haut sur Fusion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sorti des bois et que c'est possible que Fusion se recasse la gueule derrière. Donc en gros, au niveau de la trendline, alors c'est assez difficile en fait. Au niveau de la trendline, on a tracé une trendline en fait de 2$ jusqu'en bas. Donc en prenant le dernier pump, je crois le dernier, voilà, la trendline. Donc alors, ce qui est déjà encourageant, c'est que Fusion a cassé sa trendline. Donc la trendline en fait de baisse de Fusion s'arrêtait à 15 centimes. Là en fait Fusion a complètement blast la zone comment dire l'oblique en fait baissière. Donc maintenant est-ce qu'on va voir est-ce que Fusion va nous faire un truc du genre comme ça en fait vous avez le pump qui est ici et Fusion va redescendre sur l'oblique et la transperter ou redescendre plus bas, ou est-ce que Fusion va plutôt essayer de commencer à faire des W weekly, W pour remonter jusqu'à la zone de short qui sera à 1,22, entre 1,22 et 1,56. Donc ça on sait pas. Voilà, donc au niveau chartiste, ce qui se passe, c'est que sur Fusion, vous avez quand même des gros signes, hein. Vous avez en fait les grosses moyennes mobiles, en fait, si vous voulez, qui sont passées maintenant au-dessous du cours. Donc en gros, on peut s'attendre à ce que les moyennes soutiennent le cours. Et justement, ce que j'ai fait, c'est que vu que le pump a été d'une violence ultime hier, je me suis permis aussi de tracer en fait une zone avec une garage jaune. Donc en gros, on avait une zone avec un bottom à 4 centimes. On est monté en fait en une journée à 50. Enfin, on est monté en fait à 56 centimes. Et normalement, si on retrace à 61,8, normalement il y a une zone d'intérêt qui serait à 0,24, qui serait normalement le nouveau support pour Fusion. Alors après, comme vous pouvez le voir, au niveau du RSI, c'est assez dangereux parce que le MACD, lui, il est neutre, mais le RSI, il est complètement suracheté. Donc ça c'est souvent ce qui se passe sur les alts. Donc sur les RSI on n'a pas forcément beaucoup de marge en fait pour que Fusion commence continue à pumper en fait dans l'immédiat. À mon avis je pense qu'il faut que Fusion redescende un petit peu, souffle un petit peu pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça se passe. Mais si on regarde par exemple et qu'on zoome en daily, vous voyez en fait que le MACD est complètement en fait en montée. Par contre, on n'est pas au maximum hein, au MACD, donc il y a encore de la marge. Le RSI est complètement suracheté, mais à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut attendre que Fusion retombe un petit peu et souffle pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc là, on est à 0,32 centimes, donc c'est pas mal par rapport au bottom. Il y a eu un x8, x7 qui a déjà été fait. Ensuite, après, est-ce que c'est le démarrage d'un nouveau bull run? On n'en sait rien. Mais pour l'instant, en fait, si on voit au niveau de la trend, il faut pas trop s'exciter sur Fusion parce qu'on est quand même encore en bear market. Donc en gros, à partir du moment où on casse pas les niveaux clés en fait des 0,69, on pourra pas faire un W daily. Et voilà, donc ça sera la prochaine confirmation, prochain objectif en fait pour arriver sur une confirmation bullish. Et normalement, si on casse les 0,69, c'est possible qu'on va casser aussi derrière les 1$ et arriver jusqu'à la zone de short en fait à 1,22. Donc il faut voir un petit peu les développements sur Fusion. Et voilà, c'est tout pour l'analyse technique. J'ai fini, merci beaucoup. Et puis je vais laisser la parole à Maxence pour les news de la semaine. Merci. Bonjour à tous, on va commencer aujourd'hui par le dernier volet de la saga Telegram, et ça y est, c'est officiel, c'est terminé. Telegram a rendu les armes face à la SEC,
Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a annoncé cette semaine que son entreprise arrêtait son activité blockchain. Et pour rappel, sur les 1,7 milliard de dollars levés pendant l'ICO, 405 milliards ont déjà été dépensés et ce sans générer aucun bénéfice pour les investisseurs. Pour cette raison, la prochaine étape de cette histoire va être l'attaque en justice de Telegram par ses investisseurs. En effet, ceux-ci ont vu leur argent bloqué pendant 2 ans sans aucun résultat et ne souhaitent pas avoir un simple remboursement. L'argent collecté lors de l'ICO a servi à la fois pour le programme blockchain Ton, mais aussi à faire fonctionner Telegram. Et c'est cette raison qui est invoquée par à peu près la moitié des investisseurs pour demander des parts dans l'entreprise. Revenons maintenant sur le plus gros événement de la semaine, le troisième halving Bitcoin qui a eu lieu lundi et qui a vu le nombre de BTC minés par bloc passer de 12,5 à 6,25. Ce halving a eu un énorme impact sur les mineurs. On a vu le hash rate du réseau, c'est-à-dire la puissance totale dédiée au minage sur la blockchain Bitcoin, passer de 135 exahash à 98 juste après le halving, soit une baisse de 27%. La baisse peut s'expliquer par le fait que beaucoup de mineurs ont dû cesser leurs opérations, notamment ceux qui utilisaient du matériel un peu plus ancien tel que les Antminer S9 de Bitmain, qui n'étaient plus rentables. Alejandro de la Torre, VP de la pool de minage Poolin, nous explique que le minage est un jeu de survie où il faut arriver à trouver les machines les plus efficaces combinées à l'électricité la moins chère. Et nous pouvons espérer que l'émergence de Bitcoin poussera les entreprises à trouver des moyens de plus en plus ingénieux d'avoir accès à de l'électricité bon marché, notamment à travers les énergies renouvelables. En continuant sur les grosses news de la semaine, après que Vitalik Buterin ait annoncé le lancement d'Ethereum 2.0 en juillet de cette année, les développeurs Ethereum, eux, sont venus le contredire derrière en disant que cette target n'était pas possible. Selon Afri Shodan, donc coordinateur des testnets d'Ethereum 2.0, un lancement fin 2020 serait beaucoup plus réaliste et encore si tout se passait bien d'ici là. Il serait beaucoup plus probable de voir un lancement d'Ethereum 2.0 en 2021. Et ces retards à répétition du lancement de la prochaine version d'Ethereum sont peut-être la raison pour laquelle le nombre de whales ETH, donc les baleines en français, ces portefeuilles qui détiennent plus de 10 000 Ethers, n'arrête pas de baisser. Selon l'agence Glassnode, spécialisée dans les données blockchain, le nombre de ces whales serait tombé à 1057 semaines, comparé à 1115 en décembre. C'est aussi son plus bas niveau depuis janvier 2019. Dans le même temps, nous assistons à une augmentation du nombre de whales sur Bitcoin. Nous avons 111 adresses qui contiennent plus de 10 000 Bitcoins, ce qui en fait son plus haut niveau depuis août 2019. Voilà, c'est fini pour moi, je repasse la parole à Jorel. Donc on va commencer tout de suite avec TomoChain. Donc TomoChain qui le 18 mai 2020 va lancer son DEX. Donc regardez un petit peu comment dire, le cours de TomoChain, vous allez voir un petit peu. Mais voilà, à partir du 18 mai, ils vont lancer leur DEX, news importante. Ensuite, on a Omisego qui va se faire lister sur Coinbase Pro le 18 mai. Bon, comme vous avez vu, ça a pumpé à fond, je crois, il y a 2 jours. Bon, là, c'est en train de se détendre un peu. Mais voilà, donc le 18 mai 2020, vous pourrez commencer à trader Omisego sur Coinbase Pro. Et souvent, les listings sur Coinbase Pro ont un effet pump assez intéressant pour les alts. Ensuite, on a Zilliqa qui, le 22 mai 2020, va lancer Zilon 2.0. Donc, avec l'upgrade, vous pourrez ensuite retirer des fiat sur Zilon 2.0. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu ce que c'est. Mais voilà, ça a l'air important. Surtout que Zilliqa en fait a quand même pas mal pris, je pense la semaine dernière, un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite, Theta. Alors Theta Network qui lance son mainnet 2.0. Donc Theta a pris 8%. Donc le 27 mai 2020, on a le mainnet 2.0. Donc vous allez voir, Theta c'est un petit peu le YouTube décentralisé nouvelle génération. Donc voilà, à garder un œil en fait sur les éléments de la semaine. Donc voilà, c'est fini pour les éléments de la semaine. Merci beaucoup pour nous avoir écoutés aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine, donc samedi prochain pour de nouvelles aventures. Merci. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas en fait à nous laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos de la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans la section qui est en dessous de la vidéo afin de nous dire quelle alt vous voulez qu'on traite toutes les semaines. Parce qu'on va faire une analyse technique sur les alts qui sont sélectionnés par la communauté toutes les semaines. À partir de la semaine prochaine, on va faire 2 vidéos par semaine. Donc tous les samedis, on aura l'hebdo crypto. Et le mercredi, on va traiter un sujet bien précis qui nous aura été demandé par la communauté. En parlant de communauté, justement, on a un groupe WeChat sur lequel vous pouvez vous abonner et dont le QR code va apparaître ici. Non, là.
Donc voilà. Donc bah écoutez, merci beaucoup et puis on se voit samedi prochain pour le nouvel Hebdo Crypto et d'ici là, prenez soin de vous et don't get wrecked. Bon, c'est l'heure de l'apéro là. Ah ouais? Ah, je vais faire une sieste moi. Alors la vache, tu veux de l'éther?